Bonjour. Dans le cadre des cours que je vous adresse à distance, puisque nous sommes en période de confinement, je m'adresse aujourd'hui aux étudiants du semestre 2, droit privé en langue française, et avec lesquels nous avons donc à étudier l'introduction générale au droit commercial. La première partie ayant été déjà enseignée, nous l'avons déjà abordée avant le confinement. Et aujourd'hui, j'entame avec vous, je dis bien j'entame parce qu'on va faire des petites vidéos, je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. J'entame avec vous l'étude du deuxième titre réservé aux biens du commerçant. Comme vous le savez, depuis quelques années, la composition des patrimoines commerciaux a connu une profonde mutation. En effet, la richesse des entreprises ne repose plus exclusivement sur la notion de fonds de commerce. D'autres types de biens ont fait leur apparition. Il en est ainsi des droits sociaux, des droits personnels et des droits de la propriété industrielle. Nous étudierons ici, en autant de chapitres, les deux catégories. Donc, premier chapitre réservé à l'étude du fonds de commerce et le deuxième au droit de la propriété industrielle. Alors, pour le premier chapitre, le fonds de commerce, je commence par l'article 79 du Code de commerce qui nous présente une définition sommaire en disant la chose suivante. Le fonds de commerce, c'est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. En fait, le fonds de commerce se présente comme un groupement ou le groupement d'un certain nombre d'éléments hétéroclites destinés à acquérir une clientèle, chacun des éléments concourant à l'exercice du fonds dispose d'un régime juridique et d'une valeur propre. Cependant, la réunion de tous ces éléments sous une direction unique et l'action respective qu'ils ont les uns sur les autres va créer le fonds de commerce. Dans une première section, on va s'interroger sur le statut juridique du fonds de commerce et la deuxième, on va la réserver à l'étude des opérations portant sur le fonds de commerce. Qu'en est-il du statut juridique du fonds de commerce? Il convient ici d'analyser les éléments du fonds, puis ensuite s'interroger sur la nature juridique du fonds et enfin la protection particulière dont il bénéficie d'un point de vue juridique. Quels sont les éléments du fonds de commerce? Tout à l'heure, j'ai présenté le fonds comme étant un ensemble de biens meubles, corporels et incorporels qu'un commerçant groupe et met en œuvre en vue de satisfaire aux besoins de sa clientèle. L'article 80 du Code de commerce propose une énumération de ces éléments qui ne peut pas être considérée comme étant limitative. En effet, les éléments du fonds varient d'un commerce à l'autre et au cours du temps à l'intérieur d'un même fonds. On constate qu'il y a en réalité, dans le cadre des éléments du fonds de commerce, il y a des éléments corporels et des éléments incorporels, c'est classique. Et ces éléments corporels comprennent des droits sur des choses corporelles et mobilières, à l'exception des immeubles. Ils portent sur le matériel et l'outillage, ainsi que sur les marchandises. Matériel et outillage, ce sont les biens qui servent à l'exploitation du fonds et qui ne sont pas destinés à être vendus. Du point de vue économique et comptable, le matériel entre comme les immeubles dans le capital fixe de l'entreprise. Mais sur le plan juridique, le matériel entre par sa nature dans la catégorie des meubles. Il n'en est autrement que dans le cas où le matériel devient immeuble par destination. C'est le cas lorsque l'immeuble et le matériel appartiennent au même propriétaire et que le matériel est affecté à l'immeuble auquel il servira ou il suivra le sort, auquel cas il va suivre le sort
de l'immeuble principal et peut notamment être hypothéqué avec lui. Qu'en est-il des marchandises? Les marchandises, ce sont des meubles corporels destinés à être vendus. Elles constituent l'élément le moins stable du fonds de commerce. Deux particularités cependant qui caractérisent le fonds. En cas de cession du fonds, elles font l'objet d'une évaluation distincte. En cas de nantissement du fonds, elles en sont toujours exclues. Voilà pour les éléments corporels. Qu'en est-il pour les éléments incorporels? Ces éléments-là comprennent un ensemble de droits indispensables à l'exploitation du fonds. Parmi eux, on distingue ceux qui font partie de la généralité des fonds de commerce, ceux qui s'y retrouvent de manière beaucoup plus exceptionnelle et ceux qui en sont exclus. Alors, qu'en est-il de ce qu'on peut appeler les éléments corporels ordinaires? Tout d'abord, la clientèle. La clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce. Sans clientèle, un fonds n'aura aucune valeur. Cependant, si la clientèle est un élément nécessaire du fonds de commerce, ce n'est pas un élément suffisant. Pourquoi? Parce qu'il lui faut en fait un point de fixation, un emplacement, un bail commercial ou un signe de ralliement, enseigne non commerciale. Donc, on peut dire que la clientèle constitue l'un des éléments fondamentaux du fonds de commerce. Clientèle et achalandage. L'achalandage, c'est-à-dire l'ensemble des consommateurs qui sont en relation d'affaires avec le commerçant. La doctrine a essayé parfois, a tenté de donner un sens à la distinction entre la clientèle et l'achalandage. La clientèle désignerait des personnes qui se fournissent habituellement auprès du titulaire du fonds de commerce et lui sont plus ou moins fidèles en raison de sa compétence ou de son savoir-faire. L'achalandage serait constitué de la clientèle de passage, celle qui tient davantage à la situation du fonds qu'à la personnalité du commerçant. En fait, on peut constater ici que élément objectif ou subjectif. La clientèle serait plus subjective, l'achalandage plus objectif. Mais sur le plan pratique, comme sur le plan juridique d'ailleurs, la distinction entre achalandage et clientèle n'a pas beaucoup d'incidence. Car dans le commerce de détail, il est souvent difficile de savoir si l'on est en présence d'un simple chaland ou d'un client régulier. Pour qu'il y ait fonds, il faut qu'une clientèle lui soit attachée. Encore faut-il que cette clientèle réunisse deux conditions. Il faut que cette clientèle existe et il faut qu'elle soit propre au fonds de commerce. Premier point, la clientèle doit exister. Parce qu'une clientèle seulement virtuelle ou potentielle ne saurait être prise en considération. Il n'est donc pas suffisant d'ouvrir les portes de l'établissement au public pour que la clientèle fasse son apparition. Il est indispensable aussi que la mise en exploitation ait effectivement débuté. Tant qu'il n'y a pas d'exploitation effective, on se trouve en présence d'un fonds possible, mais non d'un fonds déjà né. Un commencement d'exploitation est donc nécessaire. Cependant, une certaine jurisprudence admet que pour certains fonds de commerce, la clientèle existe bel et bien dès l'ouverture des portes du commerce. C'est le cas notamment des stations-service. Cette solution paraît possible lorsque l'établissement jouit dans le public d'une renommée incontestable à tel point qu'il constitue le point de passage obligé d'une clientèle. Évidemment,
la clientèle est essentielle et le début de commencement et d'exploitation est nécessaire, et la cessation de l'exploitation fait disparaître la clientèle et par voie de conséquence le fonds de commerce. Donc, il y a un lien entre les deux. Le début, nécessité de la clientèle, donc début d'exploitation, fin d'exploitation, fin de la clientèle, donc fin du fonds de commerce. La clientèle doit exister, mais en même temps, elle doit être personnelle à l'exploitant. Alors, cette condition suppose que la clientèle soit propre au fonds et qu'elle n'appartienne pas à un autre. Cette condition n'est pas toujours remplie lorsque la clientèle est dépendante d'une clientèle plus vaste et dont elle ne constitue qu'une fraction. C'est le cas notamment lorsqu'on se trouve en présence d'un commerce dépendant, c'est-à-dire installé dans l'enceinte d'un autre établissement, comme par exemple le petit commerce exploité dans l'enceinte d'une grande surface, ou le restaurant installé dans une entreprise plus vaste. Il en irait de même dans le cas d'une station-service. Dans tous les cas, le locataire de l'immeuble spécialisé peut prétendre être propriétaire du fonds de commerce s'il a créé une clientèle qui n'existait pas ou qui n'existe plus, mais non s'il a reçu ou développé une clientèle qui avait déjà une existence réelle et certaine. C'est à l'occasion justement de cette deuxième condition qu'on s'est posé la question à plusieurs reprises devant les tribunaux pour savoir est-ce que le commerçant qui se trouve au sein de l'aéroport, au sein d'un hôtel, de la galerie d'un hôtel, est-ce que réellement il dispose d'une clientèle privée qui lui est rattachée directement? En fait, la tendance générale, c'est de dire à chaque fois que l'exploitation d'un commerce au sein d'un groupement comme l'aéroport, l'aérogare ou autre, en fait qu'il ne s'agira pas d'un fonds de commerce. Il y a une jurisprudence qui va dire, par exemple, que dans les gares, l'absence de clientèle, en fait, serait reconnue à partir du moment où le passage n'est pas permis au grand public, le passage au commerce. Nous allons voir par la suite la position de la loi, et notamment avec l'adoption de la loi sur les baux commerciaux, la nouvelle loi, loi numéro 1649, qui a apporté un éclairage nouveau pour faciliter en fait l'analyse et nous apporter des réponses. Voilà pour la clientèle. Deuxième élément, le non commercial. Alors, le non commercial, c'est l'appellation sous laquelle une personne va exercer son activité. Ce peut être son nom patronymique précédé du prénom. Il se peut également que le nom soit de pure fantaisie. Pour les sociétés, le nom commercial est désigné sous le vocable de raison sociale ou dénomination sociale. À la différence du nom civil, qui est un droit de la personnalité et ne peut être cédé, le nom commercial est un élément du fonds de commerce et peut être transmis avec lui ou à titre isolé. L'acquéreur peut alors s'en servir comme signature commerciale à condition qu'il avertisse les tiers du changement de propriétaire, ancienne maison d'eux ou successeur d'eux ou autre. Le nom commercial a un caractère patrimonial. Ceci explique la protection dont il bénéficie contre les usurpations ou les confusions voulues par le biais de l'action en concurrence déloyale. Troisième élément du fonds de commerce, l'enseigne. Le nom commercial, souvent, s'accompagne ou pourra être accompagné d'une enseigne qui sert à individualiser le fonds de commerce. Il peut consister en une inscription, un sigle, un logo ou une image
apposé sur un local et se rapportant à l'activité qui s'y exerce. L'enseigne bénéficiera de la même protection que le nom commercial, à condition qu'elle soit spéciale et que celui-ci ou celui qui l'utilise justifie d'une priorité d'usage. Quatrième élément, le droit au bail. Qu'est-ce que le droit au bail? Le droit au bail, c'est un droit de créance. C'est le droit de créance du locataire commerçant à l'égard de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds et dont l'objet est la jouissance des lieux loués. En raison de son importance, surtout pour le commerce de détail, le droit au bail fait l'objet d'une protection spéciale qui confère au commerçant un véritable droit de renouvellement de son bail, à défaut duquel le bailleur doit lui verser une indemnité d'éviction. Voici pour les éléments incorporels ordinaires. Qu'en est-il des éléments incorporels extraordinaires? Aux éléments incorporels ordinaires viennent parfois s'ajouter d'autres éléments satellites qui donnent à leurs titulaires des droits exclusifs qui sont des monopoles d'exploitation. C'est le cas du droit de propriété littéraire et artistique. L'auteur d'une œuvre littéraire et artistique a sur celle-ci, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif, droit moral d'abord, qui permet et qui lui permet de disposer de son œuvre comme il l'entend, droit de divulgation, de retrait, de repentir, droit pécuniaire ensuite, qui porte sur le droit d'auteur et qui porte sur l'œuvre, qu'elle soit publiée ou exposée. Il s'étend aux héritiers pour une période de 50 ans avant de tomber dans le domaine public. Droit de propriété industrielle, ces droits sont les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce ou de service et les dessins et modèles. Nous aurons l'occasion de détailler ces points dans le chapitre réservé au droit de la propriété industrielle. Il y a des éléments qui sont exclus du fonds de commerce. L'absence, comme je l'ai dit, d'unité juridique du fonds de commerce, on a dit qu'il est formé d'éléments hétéroclites, etc., condamne un certain nombre d'éléments incorporels qui, par conséquent, ne peuvent être cédés avec lui. C'est le cas notamment des créances et dettes. Il s'agit des créances inscrites au compte des valeurs disponibles ou réalisables à court terme. En effet, ces droits personnels ne deviennent pas nécessairement un élément du fonds et ne peuvent donc être cédés avec lui. Ils obligent celui qui a contracté et non pas le fonds qui n'a pas une entité juridique reconnue. Les livres de commerce et autres documents comptables, ils rentrent dans ils sont exclus aussi, où reste la propriété du vendeur, qui doit les conserver pendant une période de 10 ans. L'acquéreur a toutefois le droit d'y puiser les renseignements des 3 dernières années qui pourront lui être utiles. Les contrats et marchés, il s'agit des contrats conclus avec le fournisseur ou avec des clients. Ils ne sont pas cédés avec le fonds, sauf clause contraire. Cependant, il existe des exceptions à l'effet relatif des contrats. L'acheteur du fonds est lié par les contrats de travail conclus par le cédant. Il en est de même pour les contrats d'assurance qui suivent la chose assurée. Les immeubles, on l'a dit, le caractère mobilier du fonds exclut les immeubles. Ce principe s'applique aussi bien aux immeubles par nature qu'aux immeubles par destination. Ainsi,
lorsque le propriétaire du fonds exploite son établissement dans un immeuble dont il détient également la propriété, le matériel attaché à l'exploitation emprunte à l'immeuble sa nature et se trouve donc exclu du fonds de commerce. Toutefois, l'immobilisation ne se produit que lorsque deux conditions sont réunies. L'exploitation ou l'exploitant doit être propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Les meubles en question doivent être affectés au service de l'exploitation de l'immeuble. Voilà pour cette première interrogation sur les éléments du fonds de commerce. La prochaine vidéo, nous allons analyser la nature juridique du fonds de commerce. Je vous remercie.